Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne YouTube En mode naturaux. Je suis en compagnie de Saïm pour cette nouvelle vidéo. Bonjour Saïm. Bonjour Maud. Bonjour Saïm, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour l'invitation. Pour la petite Voilà. histoire, c'est ma première interview pour La vie dans un bocal. Donc, je suis très honoré que ce Ah, soit sur ta écoute, chaîne. quel honneur, quel honneur. De toute façon, il faut un début à tout, hein. Oui, Alors donc, bah, Saïm, moi je te connais, mais c'est pas forcément le cas de toutes les personnes qui nous regardent. Donc Saïm est naturopathe et passionné par les microbiotes. Donc déjà, c'est un bon point pour toi. Et donc, Saïm, tu es créateur de la vie dans un bocal qui propose des préparations d'aliments lacto-fermentés. Et c'est justement pour nous parler des bienfaits des lactos, comme tu les appelles, que j'ai souhaité t'inviter. Donc, bah, Saïm, je t'invite à te présenter comme tu le souhaites. Puis après, bah, tu vas commencer de nous, si c'est possible pour toi, à nous dire qu'en fait, voilà, après ta formation en naturo, qu'est-ce qui t'a amené justement à vouloir développer ces lactos, quoi. Si ça va pour toi, pardon. ouais, ouais, c'est très bien. Donc moi, je m'appelle Saïm, je vais avoir 40 ans cette année. Voilà, je suis le papa d'un petit garçon qui a un petit peu plus de 2 ans. Ah, Et donc, du coup, j'ai un passé professionnel qui a un petit peu bougé dans tous les sens. Mais j'ai eu un fil conducteur un petit peu depuis que je suis jeune, c'est de m'être toujours intéressé à la santé naturelle, à ce que pouvait nous apporter la nature pour nous faire du bien et comment on pouvait prendre soin de soi simplement par son hygiène de vie. Et c'était plus quelque chose qui m'intéressait dans le fond. Et je n'avais pas spécialement prévu d'en faire ni un métier, ni même moi de l'utiliser pour pouvoir aider les autres. C'était quelque chose qui m'intéressait simplement. Et c'est resté en filigrane un petit peu toute ma vie. Et puis il y a une bonne dizaine d'années en arrière, j'ai découvert la lactofermentation. J'ai découvert un petit peu en deux temps. Dans un premier temps, je cherchais un petit peu d'autres moyens de conserve qu'on pouvait avoir pour les légumes que la stérilisation, qui est un petit peu voilà, la conserve classique qu'on a aujourd'hui, qu'on utilise aujourd'hui. Et ça m'embêtait un petit peu, comme beaucoup de gens, de tuer toutes ces vitamines, d'abîmer tous ces minéraux, ces belles plantes que nous donne la nature. Et je cherchais autre chose et j'étais tombé à l'époque sur le blog de Marie-Claire Frédéric, qui était un petit peu en passation entre, entre son ancien blog du sel et du miel, si je me rappelle bien, et son nouveau blog qui est Ni cru ni cuit, qui est vraiment extrêmement connu, qui est un petit peu la bible de la lactofermentation sur Internet francophone aujourd'hui. Et j'ai découvert la lactofermentation comme ça. J'avais essayé un petit peu quelques trucs, ça m'avait bien plu. Et puis, je sais pas, j'ai arrêté, j'ai pas continué. Et j'ai retrouvé ça quelques mois plus tard, je pense, donc un ou deux ans plus tard maximum, à travers la santé, où je cherchais encore et toujours des infos ah, sur la santé naturelle. Et je t'ai retombé encore une fois sur ça, peut-être parce que j'avais déjà cherché dans Google et que Google ouais. m'a suivi, m'a Dans proposé des choses. l'historique. Je sais pas, mais en tout cas, je suis retombé dessus et je me suis dit, tiens, c'est marrant de tomber en si peu de temps deux fois sur cette info qui est absolument méconnue et je m'y suis remis encore une fois et là, j'ai un petit peu plus accroché. Bon, après, j'ai eu des phases dans ma vie où je l'ai plus ou moins utilisé parce que moi, j'ai voyagé, donc il y a des moments où c'est plus ou moins pratique de pratiquer la lactofermentation, mais c'est quelque chose qui m'est resté et que j'ai toujours continué à pratiquer du coup. Et donc là, Euh, c'était à la base pour tes besoins personnels, ta consommation personnelle, en fait. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose que j'ai introduit dans D'accord. ma vie après l'avoir découvert, qui m'a plu au niveau du goût, qui m'a plu sur l'idée de la santé, de l'écologie, etc. On en reparlera peut-être un petit peu après, mais Oui, bien sûr. ça m'a plu sur tous ces aspects-là. Et du coup, c'est pareil, c'est un truc que j'ai gardé. Et donc, du coup, j'ai vécu ma vie professionnelle tranquillement, comme un bon soldat. Et puis c'était en 2020, ouais, ça, donc il y a 3 ans en arrière, j'ai arrêté mon ancien boulot, du coup, et il fallait une reconversion professionnelle. On est parti s'installer à la campagne avec ma femme. Et voilà, il fallait que je trouve quelque chose à faire et je cherchais. Et un soir, ça m'a sonné comme une évidence. Je me suis dit, mais évidemment, en fait, mes deux passions, les deux choses que je pratique depuis 10 15 20 ans, sans me rendre compte que ça a une vraie valeur pour les autres, en fait, elles sont là et je peux potentiellement en faire quelque chose, quoi. Et donc, j'ai décidé de m'inscrire dans une école de naturopathie pour compléter un petit peu mes connaissances, pour acquérir tout un panel l'armada des naturopathes, tout ce qu'on peut avoir sous le coude comme outil, comme connaissance pour faire du bien aux gens et puis aussi
pour avoir une idée de la posture professionnelle du naturopathe par rapport à la personne qu'elle a en face de lui, parce que avoir des connaissances en santé, c'est une chose, être capable d'accompagner quelqu'un dans le cadre de pathologie ou dans un rééquilibrage d'hygiène de vie, etc., c'est autre chose aussi. Donc, je voulais acquérir ces connaissances-là. Et puis, du coup, j'ai décidé aussi de lancer cette petite entreprise de production de légumes lactofermentés et aussi de transmission de savoir, parce que je propose aussi des ateliers. Parce que l'objectif à travers tout ça, c'est de faire en sorte que les gens se réapproprient la fermentation, qu'on retrouve des légumes fermentés, pas forcément que des légumes, des produits fermentés d'une manière générale sur la table de tout le monde au quotidien. Mais les légumes, ça a beaucoup disparu des tables en France aujourd'hui. Et pourtant, c'est si bon pour notre santé, c'est une si belle pratique voilà, moi en tout cas, j'ai envie d'œuvrer pour essayer humblement à mon niveau d'apporter ça à nouveau. Donc, ouais, c'était fin 2020, donc en plein Covid, où j'ai créé cette petite entreprise. Mais il s'avère que ma femme est tombée enceinte à peu près au même moment. Donc, j'ai D'accord. testé un peu l'idée pendant quelques mois, le temps de sa grossesse. Et puis, au moment de la naissance de notre fils, j'ai voulu vraiment arrêter pour prendre le temps de m'occuper de ma famille et tout ça. Donc, jusqu'à ces 2 ans, j'ai, euh, j'ai pris le temps pour ça. Et donc là, c'est en tout début d'année où j'ai relancé l'entreprise. Donc l'entreprise est vraiment toute jeune là. Elle D'accord. se relance depuis début 2023. Et voilà. Donc c'est un projet qui a vraiment été mûri et vraiment bien pensé, quoi. C'est pas une lubie, c'est quelque chose effectivement qui fait sens pour toi depuis des années. Et puis après, il y a un alignement de planètes, comme on appelle ça, qui a fait que tu as vraiment pu développer ça avec bah, toi justement toute la sécurité, on va dire, que tu peux avoir autour, quoi. Ta famille qui est installée, donc Mm. après tu peux voilà, être plus libre pour développer justement ton entreprise. Et bah, est-ce que tu peux nous dire quels sont les bienfaits des lactos en fait? Parce que tu as parlé beaucoup de bienfaits pour la santé, mais quels sont-ils? Alors déjà, je pense qu'il n'y a pas que des bienfaits pour la santé, hein. Pour moi, la lactofermentation, c'est un procédé qui a suivi l'humanité depuis quasiment les débuts de son existence, enfin, pour autant qu'on le sache Bien par sûr. les recherches archéologiques et tout ça, mais c'est les plus vieilles preuves de lactofermentation qu'on a. Elles sont vraiment très très vieilles, elles se comptent en plusieurs milliers d'années. On Euh, n'avait pas de congèle, effectivement. et on n'avait pas de Monsieur congèle, on n'avait pas de Picard n'existait pas. stérilisateur. Ouais, ouais. A priori, ils sont même plutôt tous d'accord pour dire qu'on a des traces de fermentation qui datent d'avant le feu. Donc, D'accord. on n'avait pas encore la cuisson ni rien. On pratiquait déjà la fermentation à certains endroits dans le monde. Et donc, tout ça pour dire simplement que la lactofermentation, les fermentations des aliments d'une manière générale, ont suivi l'humanité puisque c'était ce qui permettait de passer des périodes de famine, etc. Et, euh, et comme la nature est très bien faite, biologiquement, étant donné qu'on s'est développé avec ces apports de bactéries sans cesse, ben, notre corps s'y est adapté et on a développé cette espèce de symbiose avec les micro-organismes et dont notre microbiote intestinal dont on parle énormément aujourd'hui. Et du coup, je pense que ça fait vraiment partie de l'histoire de la santé humaine, mais du coup, pas que l'histoire de la santé. Ça fait aussi partie, ça a été pendant très longtemps beaucoup de mysticisme autour de ces D'accord. pratiques, parce qu'à l'époque, aujourd'hui, on sait très bien, enfin, on sait très bien, on commence à savoir un petit peu ce qui se passe au niveau de la microbiologie, mais pendant très longtemps, on ne le savait pas. Et il y avait des fermentations qui réussissaient et d'autres qui réussissaient pas. Il y a eu beaucoup d'intoxications alimentaires, de gens qui mouraient, etc. Et quand ça réussissait, on reproduisait ces gestes et souvent c'était le guérisseur, le chaman, le sorcier du village, D'accord. etc. qui avait ces savoirs-là en même temps que les savoirs des plantes et tout ça. Et donc, du coup, on a retrouvé, pareil, au niveau de l'archéologie, des sites qui font penser des sites rituels. Voilà, on imagine très bien des rituels magiques à l'époque de sorciers qui venaient enterrer des fruits, des légumes, des organes d'animaux, de la viande, des poissons, etc., pour les conserver. Et ils savaient que en les enterrant à tel endroit, avec telle écorce d'arbre, telle feuille, etc., ben, ils allaient pouvoir le conserver. Et pour eux, c'était un petit peu de la magie. En réalité, ils ne savaient pas qu'ils apportaient une huile essentielle, qu'ils apportaient des bactéries, qu'ils apportaient, etc., en apportant tous ces objets magiques. Et voilà, et ce savoir se transmettait un petit peu de génération en génération par les guérisseurs, les sorciers et tout ça. Et,
Et du coup, il y a eu vraiment toute une symbolique derrière la lactofermentation pendant très longtemps dans l'humanité. Il y a eu beaucoup de spiritualité, de philosophie qui a été apportée derrière. Et et aujourd'hui, la lactofermentation, c'est presque une réponse aux enjeux qu'on a actuellement, des enjeux de se reconnecter à la terre, de se reconnecter à une alimentation saine, locale, au monde paysan, à une paysannerie qui soit plus à échelle humaine, etc. Dans les défis énergétiques aussi, parce que du coup, la lactofermentation, ça permet de conserver les aliments sans avoir à produire d'énergie, ni pour congeler, ni pour stériliser, etc. C'est un processus qui est complètement écologique. Et je pense que ça répond à des défis d'avenir. Et en même temps, c'est hyper ancré dans notre histoire, dans nos traditions, dans toute une symbolique, dans tout un mysticisme, une spiritualité, etc. Et du coup, je trouve que c'est un trait d'union magnifique dans la période de transition qu'on est en train de vivre. Donc, au-delà d'être très bon pour la santé, je pense que c'est aussi très bon pour notre santé mentale, pour se reconnecter à tout un tas de choses, au rapport qu'on a au temps, plein de choses Et comme à ça. l'alimentation. Et à l'alimentation, bien sûr, Parce que quand évidemment. on prend le temps justement de préparer, qu'on voit vraiment le temps long et le cycle des saisons aussi, quand on met une petite étiquette, préparer le temps, et puis voilà, ça connecte aussi, et puis c'est pas du tout fait qu'on prend sur une étagère, qu'on jette dans l'assiette, et puis on se dit, bah voilà, on mange parce que c'est l'heure. C'est C'est ça. vraiment un rapport différent au temps, à la vie, à l'alimentation et au monde en général. Je pense que c'est vraiment un changement de paradigme, en fait, un petit peu retour vers le futur. C'est un petit peu ça. Et donc, bah, là, effectivement, toutes les transformations biochimiques qui se passent au cours de la lactofermentation, enfin, toutes, peut-être pas toutes, mais en tout cas, celles qui sont majeures et enfin, en tout cas clairement identifiées, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce qu'on parle d'acide lactique, voilà, ça, parce qu'il y a beaucoup de confusion avec le lactose. Enfin bon, c'est des noms, des fois, tous s'entremêlent un petit peu pour certaines personnes. Donc, est-ce que tu peux nous simplifier un petit peu quel processus biochimique se déroule pendant la lactofermentation, s'il te Ouais, plaît? avec plaisir. Avec plaisir. Du coup, c'est vrai que ça, c'est une remarque que j'ai vraiment, vraiment souvent quand je fais des dégustations, des présentations de mes produits. On me demande souvent, alors, du coup, il y a du lactose dans les fermentations lactiques. Ouais. Donc, la question est légitime parce que Oui, quand on ne tout à sait fait. pas, le nom est très évocateur. Euh, la raison pour laquelle on appelle les bactéries lactiques comme ça, c'est parce qu'on les a trouvées la première fois dans le lait. Voilà. Donc, on a parlé de bactéries lactiques. En réalité, les bactéries lactiques, elles créent de l'acide lactique. Et c'est pour ça qu'on les appelle bactéries lactiques. On les a trouvées dans le lait, elles créent de l'acide lactique et on les appelle bactéries lactiques. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le lactose. Mais alors vraiment, pas du tout. C'est-à-dire que enfin, si on les trouve dans le lait, il y a du lactose, mais si on les trouve pas dans le lait, il n'y a pas de lactose. Le lactose, il est rattaché spécifiquement au lait. Euh, alors, du coup, qu'est-ce qui se passe dans les lactos? Donc, sans rentrer Oui, bien sûr. dans des considérations trop précises en biochimie, mais dans les grandes lignes, ce qui se passe, c'est que on a à la surface des légumes naturellement présents tout un tas de bactéries qui vont être des bactéries lactiques. Alors, il y en a tout plein d'autres, hein, mais celle qui nous intéresse dans la lactofermentation, c'est celle-ci. Et donc, du coup, c'est elle qu'on va chercher à se faire développer dans nos bocaux, dans nos jarres, etc. Et quand on réunit les bonnes conditions, qu'on ajuste bien les paramètres, c'est ces bactéries-là qui vont gagner la guerre des micro-organismes à l'intérieur des bocaux et qui vont coloniser. Et donc, coloniser et se répandre pour ces bactéries, ça veut dire quoi? Ça veut dire elles vont venir habiter à la surface des légumes et elles vont venir se nourrir des ressources. Les ressources pour elles, c'est principalement les sucres, les glucides, donc les sucres complexes, c'est d'abord les fibres alimentaires. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans nos intestins, parce que ces bactéries, c'est des bactéries qui peuplent déjà notre microbiote intestinal à l'origine, avant qu'on les utilise pour en faire de la fermentation. Et donc, du coup, elles participent à nos processus de digestion. Donc, du coup, là, dans le bocal, il va se passer un petit peu la même chose. Donc, elles vont grignoter ces sucres complexes, ces fibres alimentaires, et elles vont les transformer en acide lactique et en dioxyde de carbone. Donc l'acide lactique et le dioxyde de carbone sont deux produits qui sont acides et qui vont donc acidifier la phase aqueuse, la partie liquide de la lactofermentation, et la phase gazeuse aussi, puisque le dioxyde de carbone va venir pousser et chasser l'air en dehors du bocal et le remplacer. Donc on va avoir un bocal qui sera entièrement acidifié. Ça va être entre 3, 5, 4, 5 de pH à peu près. Euh, et, et du coup, c'est cet acide qui va permettre
que se fasse la bonne conservation des légumes. Parce que du coup, un milieu acide n'est pas propice au développement des pathogènes de l'être humain. Par exemple, l'estomac. L'estomac est plutôt acide chez l'homme et donc il y a beaucoup moins de développement de pathogènes que dans le côlon qui est plus basique en fait. Exactement. C'est une première barrière à l'entrée du tube Tout à digestif, fait. cette barrière de l'estomac. Ouais. Voilà. Et il se passe un petit peu la même chose dans le bocal, dans le sens où on acidifie beaucoup la préparation et ça limite le développement des pathogènes. Ça l'empêche complètement. D'accord. Et puis nous, quand on mange justement ces préparations, ces bonnes bactéries lactiques, on les ingère forcément. Alors, on les ingère forcément. Alors, comme je disais juste avant, il y a la barrière de l'estomac, qui est du coup une barrière très acide et Hum. qui va opérer un espèce de nettoyage du bol alimentaire à chaque fois. Alors, je dis bien nettoyage parce que c'est pas une désinfection. Il y a quand même toujours des choses qui arrivent à passer. La preuve, on peut avoir des intoxications alimentaires quand on mange une viande mal conservée ou des choses comme ça. Donc, ça passe quand même. Ça va simplement limiter. Et ensuite, on croit savoir aujourd'hui, je vais prendre beaucoup de précautions sur ce genre de choses parce que on entend beaucoup de choses aujourd'hui, mais les études sont très récentes. On est encore des bébés un petit peu dans cette science-là, et donc je pense que tout ce qu'on découvre aujourd'hui, il y a certainement pas mal de choses qui vont être remises en question. Mais ce qu'on croit savoir aujourd'hui, en tout cas, c'est que ce qu'on va pouvoir ingérer comme probiotiques, qu'ils soient synthétiques, qu'ils Ouais. soient naturels, comme dans le cadre des lactofermentations, ça va simplement transiter dans Oui, nos intestins et pas vraiment s'installer. ça fait Voilà. 3 jours à peu près parce que c'est une histoire d'occupation des territoires. Donc en fait, on crée les conditions pour que les autres bonnes bactéries, elles puissent proliférer et croître, mais c'est sûr qu'elles s'implantent pas. Voilà, Enfin, pour alors l'instant, hein. voilà, c'est sûr, en tout cas, c'est ce qu'on pense être sûr aujourd'hui. Ouais. Donc, a priori, il y a simplement un transit qui se fait. C'est pour ça qu'il Moi, faut manger des lactos tous les jours. c'est pour ça qu'il faut manger des lactos tous les jours. Alors, ça va pouvoir avoir quand même un intérêt qui est très, très important. Moi, pour moi, sur deux aspects principaux. Après, il y en a plein d'autres, mais vraiment deux aspects principaux. Le premier, c'est que déjà aujourd'hui, on a tous plus ou moins des intestins déréglés. Voilà, à petite échelle, grande échelle, peu importe où est-ce que ça va se trouver, mais il y a autour de moi, je vois pas grand monde qui a des intestins béton 100% en bonne santé, etc. Et donc du coup, on va tous avoir des petits dérèglements et donc des dysfonctionnements et donc des lacunes au niveau des processus métaboliques de notre microbiote. Et du coup, d'ingérer ces bactéries avec tout ce qu'elles vont avoir produit comme processus dans le bocal, processus qui se fait déjà normalement dans nos intestins. Je le rappelle quand on mange des légumes crus. Ça va permettre de venir combler ces lacunes, parce que ces processus dans le bocal, il n'y a pas de problème de digestion, tout se fait très très bien. Donc du coup, cette partie, cette espèce ce morceau isolé de notre digestion, il se fait vraiment très très bien à l'intérieur du bocal, et quand on va l'ingérer, on va pouvoir en avoir tous les bénéfices. Donc si nous, on a des lacunes au niveau de nos intestins, on va pouvoir les combler en ingérant des D'accord. produits, des végétaux fermentés comme ça. Bah, je Euh, pense que les lacunes, comme tu les appelles, bah, c'est tout simplement la vie moderne avec le stress auquel on est plus ou moins soumis et puis bah, l'alimentation moderne, donc forcément qui est plus pauvre, ne serait-ce qu'en fibres. Donc je pense que déjà rien que ça engendre bah, des faiblesses au niveau digestif et qui peuvent déséquilibrer le microbiote. Je Ouais, pense c'est que ça. Après, du déjà, coup, c'est un petit peu les causes de ces lacunes. Ouais, effectivement, elles viennent de là. Il y a tout un rythme de vie, tout un oui, mode bien sûr. d'alimentation, un stress qui soit professionnel, pollution, perturbateur endocrinien, etc., qui est là constamment, qu'on le veuille ou non, à plus ou moins grande échelle, en fonction de nos vies à chacun, mais qui est là, quoi. Et du coup, ça va faire des dérèglements au niveau de notre microbiote, au niveau de la paroi de nos intestins, etc. Et là, on va pouvoir avoir des lacunes, certains processus métaboliques qui se font normalement, idéalement, et qui là vont pas se faire forcément idéalement. Et du coup, bah, on va avoir des manques au niveau de l'assimilation des minéraux, de l'immunité, pas de choses comme ça. Donc du coup, là, le fait d'ingérer ces bactéries Mm. qui ont bien travaillé dans le bocal de manière idéale, là, ça va permettre de combler un petit peu ces lacunes, ouais, selon moi. Et après, la deuxième chose qui est très intéressante à savoir et dont on ne parle pas énormément, je trouve, alors que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour moi, c'est que nous, par exemple, en tant qu'être humain, on a très très peu de modifications génétiques au cours de notre vie. Mm. Il y a l'épigénétique qui va venir jouer, mais notre patrimoine génétique qui reste à peu près tel quel tout le long de notre vie.
on modifie l'être humain, il modifie son patrimoine génétique quand il se reproduit. Donc, c'est ce qu'on appelle une modification verticale du génome. Ouais. Mais les bactéries, donc elles le font aussi en vertical, mais elles sont très très fortes pour avoir une modification horizontale du génome. Et elles savent venir se piquer du génome les unes aux autres. Elles ont comme une espèce de petite pipette là, et elles sortent, elles viennent piquer du génome aux copines et elles se le ramènent. C'est un processus hyper efficace. Et donc, du coup, quand les bactéries viennent transiter à travers nos intestins, même si ça ne va pas venir s'implanter, bah, il va y avoir quand même un enrichissement du génome de nos bactéries à l'intérieur de nos intestins, de nos microbiotes, pas que du microbiote intestinal, mais entre autres. Et donc, de ce point de vue-là, c'est aussi hyper intéressant de manger une variété de produits fermentés, d'avoir vraiment un apport très varié, dans lequel on va pouvoir avoir ben, tout un tas de génomes différents et qui vont venir enrichir notre génétique microdynamique. D'accord, bah c'est effectivement c'est une info qui est pas forcément très connue mais qui mérite justement d'être partagée au plus grand nombre pour Mm. avoir une motivation de plus justement de diversifier l'alimentation. Ouais, ouais, Et puis absolument. bah là tu nous donnes très envie. Est-ce qu'il y a des conditions qui peuvent faire que des personnes elles réagissent mal en consommant ces lactos? Je pense pardon en cas de maladie intestinale ou de déséquilibre, par exemple un SIBO, une candidose, une hyperhistaminose digestive. Est-ce que voilà pour certains profils tu déconseilles cette consommation ou au contraire, est-ce que tu vas dire, bah non, au contraire, ça va plutôt tendre à rééquilibrer le déséquilibre microbiotique? Qu'est-ce que tu peux nous Mm. dire par rapport à ça, s'il te plaît? Alors, déjà, une première chose que j'aimerais rappeler, qui est importante et que je pense que tout naturopathe devrait toujours rappeler quand on a ce genre de questions, c'est que il n'y a pas de conseils vraiment généraux qu'on puisse donner et que chaque cas est vraiment particulier et individuel. Et donc, du coup, il y a des grandes précautions à prendre sur ce genre de réponse. Par contre, je trouve la question très intéressante parce qu'elle peut au moins permettre d'explorer certains grands principes, certaines grandes lignes donc comprendre en tout cas les mécanismes qu'il peut y avoir et comment est-ce que la fermentation peut être bonne ou moins bonne pour la santé en général. Et d'ailleurs, je trouve que les exemples que tu as pris sont très pertinents parce qu'il y a un peu trois catégories différentes. Tu as parlé de la candidose, du SIBO et de l'hyperhistaminose. Dans la candidose, c'est un micro-organisme en particulier Mm. qui prend le dessus sur les autres. Dans le SIBO, c'est pas forcément une dysbiose en tant que telle, un dérèglement de l'écosystème microbien. Ça peut l'être, ça peut s'accumuler. Mais en tout cas, le principe du SIBO, c'est pas ça. Le principe, c'est surtout qu'on a une flore qui est pas au bon endroit. Tout à fait. Elle peut venir du haut, elle peut venir du bas, mais en tout cas, elle est remontée au milieu, elle ne devrait pas y être. Et dans l'hyperhistaminose, c'est pas vraiment un dérèglement des micro-organismes, puisque là, c'est plutôt un métabolite ou des micro-organismes qu'on peut retrouver et qui est un problème d'accumulation de l'histamine, du coup, Tout à fait. dans le corps. Donc, on a vraiment trois exemples très différents. Euh, Mais et ces alors, du trois coup, exemples-là peuvent créer déjà des fermentations digestives et surtout pour le SIBO, énormément de ballonnement. Donc c'est ouais. pour ça que, voilà, savoir si pour toi, tu dis aux gens, mais écoutez, essayez et puis vous voyez ce que ça donne, ou au contraire, non, c'est pas Ouais, forcément bien d'essayer et de commencer déjà par traiter votre dysbiose, puis après, en seconde intention, ça pourra favoriser au réensemencement, au rééquilibrage du microbiote. Hmm. Ben, encore une fois, je pense que cette conclusion-là, je la laisserai aux thérapeutes qui suivent les gens. Mais en tout cas, pour reprendre les trois exemples que tu as donnés un Mhm. par un, donc dans le cas de la candidose, on a un micro-organisme en particulier, le Candida albicans, qui a pris le dessus sur les autres, qui s'est surdéveloppé. Ça s'apparente à une infection, du coup. Et donc, du coup, on a un vrai déséquilibre de la flore intestinale pas que intestinale d'ailleurs, hein, ça peut aller Oui, des pieds jusqu'à la bouche. Hein. Et là, dans ce cas-là, ça pourra toujours être que bénéfique d'accord. d'apporter des masses de bactéries, alors, ce ne sont pas des bactéries pathogènes, hein, bien Oui, sûr, bien mais sûr, c'est mieux. des masses de bonnes bactéries variées, dynamiques, dans des légumes frais, etc. On va
contribuer à venir lutter contre cet envahisseur qui a pris toute la place, du coup. Donc, il y a plusieurs stratégies bien qui peuvent sûr. être utilisées en fonction, si on voit un médecin, un naturopathe, un nutrithérapeute, etc. On va avoir des protocoles qui seront différents, mais qui vont toujours être dans les grandes lignes, affaiblir d'abord le candidat qui a pris toute la place et réimplanter une flore qui soit riche, variée, et qui puisse Mm. nous permettre de retrouver une bonne santé. Donc, dans ce cadre-là, ce sera toujours bon D'accord. d'apporter des micro-organismes variés, selon moi. Mm. Euh, Après, pour ce qui va être du SIBO, le problème, il est un petit peu différent parce que on n'est pas dans un problème de rééquilibrage d'un écosystème qui s'est déséquilibré, mais plutôt dans un problème de déplacement. Donc, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, du coup, le SIBO, c'est une pullulation de bactéries dans l'intestin grêle. Et donc, du coup, dans les grandes lignes, encore schématiquement, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais Oui. c'est soit des bactéries qui viennent du haut, du système buccal, et qui ont pu passer la barrière de l'estomac parce qu'on prend des antiacides, parce qu'on a une faiblesse métabolique au niveau de l'estomac, et du coup, justement, cette barrière, comme on disait tout à l'heure, a mal joué son rôle, et les bactéries ont pu transiter et aller dans l'intestin grêle, ou alors parce qu'il y a un problème d'étanchéité un petit peu au niveau de la valve iléocécale, donc entre le côlon, le gros intestin, et l'intestin grêle, et que des bactéries ont pu remonter Ok. dans ce problème d'étanchéité. Et du coup, on a des bactéries qui ne sont pas au bon endroit et qui font le travail qu'elles font habituellement mais pas au bon endroit. Et donc, du coup, dans les intestins, on va avoir des problèmes de fermentation, de ballonnement, de gaz, d'irritation, de malabsorption, parce que du coup, on va avoir des bactéries qui vont consommer les nutriments avant nous. Ouais, tout à fait. Elles vont nous faire de la concurrence, donc elles sont pas au bon endroit et elles créent tout un tas de problèmes. Et là, en général, ce qu'on veut, c'est plutôt essayer pendant un petit moment de les affamer, Mm. ces bactéries, pour qu'elles puissent pas rester à cet endroit-là en place et qu'elles remigrent ailleurs où elles auront plus à manger. Donc là, Euh, plutôt en second temps, effectivement, Eh une fois qu'on ben, a mis des antimicrobiens, voilà, pour être prudent. il faut voir parce que ce qui est intéressant, ça va être à voir avec le protocole qui est mis en place, avec le thérapeute qui suit la personne. Il faut voir à quel stade on est le SIBO, quels sont les problèmes qui se révèlent et comment est-ce que ça avance. Parce que du coup, le but, c'est de l'affamer, mais en même temps, on ne veut pas déminéraliser le corps. Il faut continuer à Mm. manger des légumes, mais quand on mange des légumes, on nourrit le SIBO. Mm. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ce qui est intéressant dans la fermentation, c'est quand même que du coup, ces bactéries qu'on a dans le bocal, et qui travaillent dans le bocal avec les légumes, c'est le même genre de bactéries que celles qu'on a dans nos intestins. Et du coup, elles vont déjà consommer un maximum de ce qu'il y a à consommer dans les légumes. Et donc, quand on va les consommer, ils auront déjà fermenté, donc ils auront déjà D'accord. été bien Mm. rapillés par les, Ah ouais, par les d'accord. bactéries dans le bocal. Et donc, on donne quand même moins à manger aux bactéries dans l'intestin grêle. On a rendu les micronutriments hyper assimilables, on a décomposé déjà Mm. les fibres, etc. Donc finalement, ça peut en tout cas être un truc à tenter. Ça peut être une D'accord. stratégie. Il peut y avoir un petit peu d'alimentation en légumes fermentés dans le cadre d'un Mm. protocole pour du SIBO. Oh, ça, c'est intéressant. Ça peut, en tout cas. Oui, Encore bien une fois, sûr, oui. prendre de grandes précautions et je laisse Oui, le bien soin sûr. au thérapeute. Il faut vraiment voir comment réagissent les gens. Oui, bien Ce sûr. sera de toute façon un petit peu la conclusion de ça. Enfin, je vais passer sur l'hyperhistaminose rapidement avant. Du coup, l'hyperhistaminose, c'est un problème un peu particulier aussi. Euh, et effectivement, dans le cadre de la fermentation des légumes, et pas que des légumes d'ailleurs, hein, c'est aussi le cas dans la fermentation des laitages, dans la fermentation des viandes aussi, des poissons, hein, même Mm. si on en consomme beaucoup moins en Europe des viandes et des poissons fermentés, mais c'est le cas aussi dans la fermentation des produits protéiques. Il peut y avoir des taux d'histamine qui peuvent être un petit peu importants. Alors, les taux d'histamine qu'on va retrouver dans les légumes fermentés, c'est quand même, enfin, ça fait pas partie des plus importants Ah, dans tous les aliments. Donc, moi, je dirais encore une fois, ça dépend du stade auquel on est de d'accord. l'histaminose. Est-ce que c'est vraiment une histaminose sévère ou pas? Parce que on peut pas se priver de manger de tout, Oui, bien sûr. Oui, même dans le cadre de certaines pathologies, et surtout jamais des légumes. Donc, ouais. alors, bien sûr, on va toujours privilégier, dans le cas d'une hyperhistaminose, on va toujours privilégier Le des légumes frais. crus Ouais. au maximum, frais, crus, parce que même s'ils n'ont pas été fermentés en bocal, ils peuvent commencer à fermenter quand même, Mm. même dans nos frigos, Tout à sur fait. nos étagères. Là, pour le coup, c'est là qu'on conseille plutôt du surgelé, qu'on cuit tout de suite avant consommation. C'est ça, parce que très souvent, ça va être extra frais le surgelé, ouais. Ouais. Parce Donc, qu'il congèle justement dans les 24 heures
Alors que ce qu'on achète sur le marché ou chez le producteur, bah forcément, ça n'a pas été enfin, arraché dans l'heure et puis bah, on va pas manger tout le panier dans la journée. Donc, c'est sûr que Ouais, et puis on ne sait malheureusement, pas comment ça a été stocké. On ouais, ne sait pas comment ça a complet. été stocké, est-ce que ça a commencé à fermenter ou pas, Mhm. etc. Alors après, pareil, les taux d'histamine, ils se développent avec des très longues durées de fermentation quand même, hein. En général, on parle de fromage de garde, Ouais, ouais, des tout à choses fait. comme ça. Même les poissons en conserve, et pourtant en naturo, on conseille vraiment on a des oméga 3 donc les poissons Mm. gras, et là, bah non, Oui, il justement. vaudrait mieux les éviter. Ouais. Mm. Ouais, tout à fait, oui. La Ouais, charcuterie, bon là en naturo, c'est vrai qu'on on conseille pas forcément, mais voilà, pour dire que tous ces aliments-là, bah, on les déconseille. Et donc c'est vrai que vu que les lactoses, ça a été bah, conservé longtemps, et voilà, bon, pour dire en gros, c'est quand même au cas par cas, savoir la sensibilité de la personne, si c'est lié vraiment à, si c'est qu'une histaminose entre guillemets digestive ou si en plus il y a l'histaminose cérébrale. Donc c'est vrai que c'est vraiment du cas par cas. En tout cas, bon, bah, on a quand même vu que globalement, les lactoses, c'est quand même bénéfique pour tous, avec certains cas particuliers. Et puis en fonction bah, de la condition de la personne, en évaluant ça avec son thérapeute, voir le protocole qui est mis en place, ça peut plus ou moins être tenté. Tu seras ouais, c'est d'accord ça. Bah, avec ça? dans le cas de l'histaminose, c'est vraiment le cas particulier dans les Hmm. trois que tu as donnés. Et je pense que ce qui est important, c'est juste de savoir voilà, que les produits fermentés peuvent avoir des taux d'histamine plus ou moins importants. À partir de là, bah, c'est à voir, il faut tester des petites quantités, voir la sensibilité qu'on a par rapport à ça. Et puis, c'est dans le cadre d'un protocole global, encore Oui, une bien fois, parce sûr. que du coup, on va avoir un régime. Est-ce qu'on mange 3 boîtes de sardines fermentées tous les jours, de sardines en boîte tous les jours, plus 2 kilos de choucroute, Oui, etc. bah, bien Effectivement, sûr, c'est là, ça. on va beaucoup accumuler. Par contre, si on a un régime très sain, que la fermentation, on sait que ça nous fait du bien pour d'autres choses dans le cadre de ce Oui, protocole tout à et qu'on fait. veut pouvoir en bénéficier, ça peut être intégré. Il faut voir comment on réagit et, euh, D'accord. Ouais, et voilà. merci pour tes conseils. Et ben en fait là, c'est vrai qu'on parle de lacto, mais est-ce que tu peux nous donner la recette magique? Parce que là, on veut bien en manger, mais on voudrait bien savoir les préparer parce qu'effectivement, toi, t'as créé la société, mais à la maison, on peut les faire soi-même. Donc, est-ce que tu peux nous dire bah, comment on fait en fait, tout simplement, pour nous préparer nos propres bocaux de légumes et ou éventuellement de fruits lacto-fermentés, s'il te plaît? Ouais. Alors, effectivement, et d'ailleurs, je vous encourage à le faire, on peut le faire chez soi. Et c'est un savoir ancestral, comme on dit tout à l'heure, et que, il y a encore 2 générations en arrière, tout le monde pratiquait dans ses caves, hein. Tous nos arrière-grands-parents avaient des jarres dans les caves, et ils faisaient leur choucroute, faisaient leur haricot sel, faisaient leur navet sel, etc. Et c'est un savoir qui est assez simple à acquérir et que tout le monde peut faire. Après, ce qui est très intéressant, d'acquérir une grande expérience de ça, parce que du coup, il y a beaucoup de paramètres différents qui jouent dans la fermentation. Et en fonction de comment va se faire la fermentation, on va avoir ce qu'on appelle des propriétés organoleptiques, donc des saveurs, des goûts, des textures, etc., qui vont être très différents. Euh, et même d'un endroit à l'autre, avec exactement le même protocole, les mêmes ingrédients, etc., dans une cave ou dans une autre cave, eh ben, on n'aura pas le même environnement bactérien dans l'air, sur nos mains, sur nos ustensiles, etc. Et donc, du coup, on n'aura pas forcément les mêmes résultats à la fin. Donc, c'est aussi une histoire de terroir, mais plutôt une histoire de terroir de bactéries, là, en l'occurrence. D'ailleurs, alors, j'ouvre une parenthèse, mais c'est ce qui fait qu'on a une si grande variété de fromages en France, parce que finalement, le fromage, alors, on va partir sur le lait de vache, mais c'est un lait de vache fermenté. Et pourtant, à travers la France, on a des laits de vache fermentés qui font des fromages qui sont complètement différents, voire même des fois on ne reconnaîtrait pas un fromage d'un autre, enfin, que les deux sont des fromages tellement on va d'un extrême à l'autre. Et ça vient ben, en partie des bactéries qu'on va trouver dans les terroirs. D'ailleurs, le Roquefort, le Pénicillium roquefortis, c'est une AOP qui vient d'une grotte spécifique où on retrouve cette fameuse bactérie qu'on fait pousser sur des croutons de pain de seigle, etc. D'accord, Et ça vient spécifiquement de là-bas, on la retrouve ailleurs nulle part. Voilà. d'accord, Et alors donc du coup, on peut apprendre à bouger tous ces paramètres et à faire la fermentation qui nous plaît, celle qui nous fait vraiment plaisir, qui nous plaît au goût et qui nous fait du bien à la santé. Mais avant d'en arriver là, avant de s'expertiser dans la fermentation à la maison, on peut simplement se dire que
Il suffit de trouver des bons légumes frais, bio. Bio, c'est hyper important parce que bien sûr, on veut Oui, travailler je avec les suis bien. bactéries et les pesticides vont plutôt lutter contre les bactéries. Donc, des légumes bio, frais, qui vont être encore très vivants, qui vont avoir beaucoup de bactéries à leur surface. Et, euh, et du coup, il y a deux manières majeures de le faire. Soit on les sale à sec et on les fait dégorger du coup avec le sel et on les immerge sous leur jus. Ou soit on les fait en plus gros morceaux en général et on va les immerger sous une saumure. Voilà. D'accord, Donc, dans le cadre du salage à sec, on va mettre à peu près entre 1 et 2% du poids des légumes en sel. Donc, ça veut d'accord. dire à peu près 10 grammes par kilo Hmm, de légumes. Et dans le cadre d'une saumure, on va diluer à peu près 3% de sel dans l'eau, donc 30 grammes par litre de sel, donc qui vont venir immerger les légumes. Euh, Ensuite, quand on a rempli notre bocal en laissant un tout petit peu d'espace sur le dessus, de 3 centimètres, on le ferme hermétiquement. Les bocaux à joint type bleu parfait, là, sont très bien parce que du coup, quand on crée du dioxyde de carbone dans le bocal, ça va permettre au dioxyde de carbone de chasser l'air du d'accord. bocal et donc de ne pas monter en pression et de ne pas risquer d'exploser, Hmm, etc. Et donc là, on va le garder à une température entre 25 et 30 degrés à peu près pendant grosso modo une semaine. Ça va permettre à cette température-là de bien lancer la fermentation. Le sel, la petite salinité qu'on a apportée va permettre de favoriser le travail des bactéries lactiques euh, et le fait de les priver d'air aussi. Voilà, elles adorent avoir un environnement anaérobie. Et, et donc, après cette semaine, on va les laisser encore à peu près 2 semaines dans une pièce plus fraîche, entre 5 et 15 degrés, à peu près une cave, un cellier. Voilà. À défaut, ça peut être un frigo. Ce sera un petit peu froid, un frigo, hmm, un cellier ou une cave, c'est idéal. Et là, on va les laisser 2, 3 semaines pour bien d'accord. laisser finir cette fermentation. Et à partir de là, vous pouvez les consommer tout de suite ou alors les garder pendant des mois, des années, des dizaines d'années en fonction de D'accord. si la fermentation a bien réussi ou pas et de ce qui se passe dans le bocal. Donc Voilà. ça, c'était voilà, pour la question au niveau de la conservation. Et une fois ouvert, combien de temps un bocal qui a été ouvert, on a commencé de le consommer, bon, j'imagine qu'on le garde au frigo. Et combien de temps on peut le conserver en fait Ouais. après Alors, ouverture? j'ai deux casquettes. J'ai ma casquette de chef d'entreprise de légumes Oui, agrobocal qui doit répondre aux normes de la DGCCRF. Et là, donc, je vais vous d'accord. dire, une fois que vous avez ouvert votre bocal, vous allez pouvoir le conserver maximum un mois au frigo. Dans la réalité, moi, des bocaux, j'en ai plein mon plan de travail qui ont été ouverts. L'environnement qui a été créé, il est plein de bactéries qui ont envahi les niches écologiques et il est acide. Donc, il est plus vraiment. C'est comme si vous laissiez une bouteille de jus de citron sur votre plan de travail pendant 2 mois, 3 mois. Il lui arrivera rien au jus de citron parce que les bactéries, elles vont jamais venir coloniser une bouteille de jus de citron. Et là, c'est un petit peu la même chose. Ou un vinaigre, par exemple, aussi. Là, D'accord. c'est un petit peu la même chose. On a un environnement qui est plein de bactéries et qui est acide, donc vous pouvez le laisser sur le plan de travail et ça peut durer des mois et des mois comme ça. Le pire qui va pouvoir se produire éventuellement, c'est que sur le dessus, vu qu'on est à une surface de contact avec l'air, il peut y avoir des moisissures, des levures D'accord. dans l'air, etc., qui vont venir un petit peu sur le dessus, à la surface, se déposer et réussir à survivre, à créer un équilibre là, à la surface. Alors, il ne faut pas les laisser trop se développer parce qu'elles vont un petit peu altérer le goût si elles restent trop longtemps. Donc, il suffit de les retirer, de ne pas les laisser travailler. Ça peut être remué, hein, on peut les remuer dedans, elles ne sont pas toxiques, ça ne pose pas de problème. Ou simplement les retirer. Et on peut continuer à manger ce qui est en dessous. Et encore, même ça, c'est pas quelque chose qui arrive forcément très souvent. Il y a beaucoup que je laisse sur mon plan de travail. Ce qu'il faut bien prendre soin, c'est de les tasser, de retasser les légumes dans le bocal. D'accord. Pas qu'il y ait trop de surface de contact avec l'air, qu'ils soient bien immergés dans leur jus et ça pose absolument pas de problème. D'accord. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on les met au frigo, les bactéries, elles rentrent en dormance. Donc, du coup, la fermentation, elle s'arrête quasiment. Donc, il va plus y avoir d'évolution au niveau des saveurs, des textures et tout ça. Par contre, si vous le laissez sur votre plan de travail à 25 degrés, là, la fermentation, elle va continuer, et D'accord. elle va continuer de manière assez dynamique. Et donc là, il va y avoir des modifications. Donc, de la même manière que je compare souvent à un fromage parce que c'est parlant, on a l'habitude du fromage. Si vous laissez un fromage au frigo, il va très peu évoluer, vraiment tout doucement, et vous allez pouvoir le garder assez longtemps. Par contre, si vous le mettez sur la table de la salle à manger à 25 degrés, le lendemain, il sera tout coulant, il aura un goût Oui, d'ammoniac, tout à fait. etc. La fermentation reprend, continue et la vie fait son œuvre. D'accord. Là, c'est un Après, c'est petit un peu petit la peu même. comme les grains de kéfir. Quand on les met au frigo, effectivement,
on arrête justement le développement et puis après on les nourrit pour reprendre, relancer en fait une préparation. C'est un petit peu comme ça, si on peut faire Exactement. une autre comparaison pour rester sur la fermentation. Ouais, c'est ça. Et puis, plus, quand vous faites votre kéfir, c'est exactement la même chose. Mm. Votre bouteille de kéfir qui a fait sa deuxième fermentation, si vous la mettez au frigo, vous allez pouvoir la garder quelques jours sans que ça bouge trop. Si vous la laissez dehors à température ambiante, au bout de quelques jours, elle va devenir vraiment aigre, Oui, acide. tout à fait. Voilà. Ça va faire de la limonade. Eh bien, ça va vraiment se Ouais, développer. ça va faire Ça- un vinaigre même. Oui, tout à fait. Et l'avantage et inconvénient des préparations maison par rapport à celles qu'on achète chez toi, le temps, la qualité des matières premières, Voilà, alors, avantage justement inconvénient par rapport à ce que je l'expertise disais. dont tu parlais, parce que toi, voilà, t'as testé à peu près toutes les manières de faire, les combinaisons et tout. Donc Oh c'est non. sûr que... Oh non, 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 loin de là. Il y a un monde infini, hein, d'expérimentation. Et même si j'ai quelques années d'avance sur la plupart des gens autour de nous, il me reste encore 2 ou 3 vies à expérimenter avant d'avoir fait le tour de la fermentation. Non, c'est une pratique où il y a une infinité de possibilités, d'expériences qu'on peut faire. Donc, non, non, moi, j'ai pas cette prétention-là, en tout cas, de dire que j'ai un petit peu tout essayé. J'ai essayé pas mal de choses. Euh, bon. Les avantages qu'il y a à faire chez soi, bah déjà, c'est qu'on est autonome. C'est qu'on sait faire, qu'on apprend à faire. Et puis, avec le temps, comme je disais tout à l'heure, on apprend un petit peu à affiner ses connaissances de la fermentation et on arrive à faire une fermentation qui est de plus en plus à notre goût. Ceux qui ont essayé de faire du kéfir, par exemple, de la kombucha, etc., le savent. Au début, on n'a pas forcément des résultats qui sont parfaits comme on aimerait. Et puis, avec le temps, bah, on apprend que si on met un peu plus ou un petit peu moins de sucre, que si on laisse un petit peu plus ou un petit peu moins longtemps, que si on met à telle température, on arrive à faire le kéfir qui nous plaît un petit peu mieux. Et c'est pareil avec les fermentations des légumes, on apprend avec le temps à faire des fermentations qui nous plaisent de mieux en mieux. Donc moi, ça, je trouve que c'est un très très bel avantage, c'est de s'autonomiser et de réapprendre ce savoir, de réapprendre à le gérer et à faire une fermentation qui nous convient vraiment à nous, à notre famille, etc. Euh, Ensuite, c'est aussi, comme on le disait tout à l'heure, on va être dans une recherche de produits frais, de qualité. Alors on va peut-être se tourner vers son propre potager, par exemple, et recommencer à cultiver, ou alors on va aller trouver des maraîchers autour de chez nous qui travaillent comme il faut, qui cultivent des légumes sur un sol riche en micronutriments et en micro-organismes, et qui vont apporter des très bons légumes pour faire nos fermentations. Et du coup, ce que ça vient apporter dans notre rapport à notre environnement social, dans notre rapport à la terre, aux légumes, etc., bah, c'est hyper riche aussi. Euh, voilà. Après, le gros inconvénient, si jamais c'en est un pour vous, ben, c'est que ça prend un petit peu de temps, quoi. C'est-à-dire que le jour où on fait une lacto, ben, on va pas la manger le soir même. Voilà. Le jour où on fait son bocal de légumes lacto-fermentés, il va falloir qu'on attende 3 semaines, un mois avant de le consommer. Et ça dépend dans quel temps on est ancré et comment est-ce qu'on veut le consommer. Une mouche qui vient sur le... Donc, donc voilà, et après, je pense que les deux sont tout à fait complémentaires. On peut prendre du plaisir à faire des lactos chez soi. Et une fois de temps en temps, se dire, ah, si ce soir j'avais mon bocal de kimchi pour faire mon petit plat, mes invités qui vont arriver, etc. Bon, bah, hop, je descends au magasin et je vais me chercher un petit bocal de kimchi parce que j'en ai pas qui est prêt à la maison, D'accord. quoi. Donc les deux peuvent se faire. Après, souvent, ça peut faire peur aux gens de faire de la fermentation à la maison parce que bah, on vit à une époque où depuis les années 50, il faut tout désinfecter, il faut tout aseptiser, etc. La bactérie, ça fait peur. La bactérie, ça rend malade. La bactérie, c'est mauvais. Et donc, du coup, dès qu'on parle de fermentation, on parle de bactéries et ça peut souvent faire peur aux gens de faire ça chez soi. Alors, il faut savoir qu'il n'y a aucun accident domestique d'intoxication alimentaire soit dû à des pratiques professionnelles, soit dû à des pratiques de particuliers qui ont été recensées depuis qu'on regarde ça. En général, une fermentation, quand elle a réussi, on le sent tout de suite au nez, et quand elle n'a pas réussi, on le sent encore plus. D'accord, ok. Donc, c'est vraiment très difficile de se faire avoir par une lactofermentation qui a raté. Ça arrive jamais, donc il n'y a pas vraiment de raison d'avoir peur. Et puis en général, si on suit bien les protocoles et tout ça, il y a vraiment très peu de raisons de rater une fermentation. C'est quand même assez rare. D'accord.
D'accord. Bah écoute, justement, la bonne nouvelle, c'est que tu nous as offert un beau cadeau avec la vidéo tuto qui va suivre. Donc ça, vraiment, merci à toi pour ta générosité. Et puis, bah, les personnes qui souhaitent, bah, pas forcément se lancer tout de suite, mais déjà goûter tes préparations. Donc je mettrai les liens dans les commentaires de cette vidéo pour suivre ton actualité. Sur ton site, on retrouve les points de vente, on retrouve tes animations, tes ateliers. Donc ça, voilà, tu vas le développer, dis-nous un petit peu. Comme tu es Ouais, vraiment alors, dans une démarche aussi de transmission des savoirs, donc ça c'est vraiment chouette. Et voilà, tu t'animes des ateliers dans des magasins bio, des événements un petit peu conviviaux comme ça. Donc voilà, dis-nous un petit peu ce qu'il en est pour qu'on puisse bah, te retrouver facilement. eh ben, avec grand plaisir. Du coup, il y a un peu les deux branches dans l'activité. La première, c'est la production et la vente de bocaux fermentés. Puis la deuxième, c'est les ateliers. Donc, sur la production et la vente de bocaux, donc effectivement, je suis présent là actuellement sur tout un tas de magasins dans la région lyonnaise qui sont disponibles sur mon site. Il y a un projet pour d'ici la fin de l'année l'ouverture d'une boutique en ligne donc pour les gens qui n'ont pas forcément accès à ces magasins, soit parce qu'ils sont pas de la région, qui sont pas trop loin, mais qui sont pas de la région, ou parce qu'ils ont des problèmes de mobilité. Ça leur permet de pouvoir avoir accès aux produits et de se les faire livrer. Donc je vais mettre ça en place d'ici la fin de l'année. Et puis après, sur la partie vraiment plus pédagogique, donc comme tu disais, transmission de connaissances, de pratiques, de Mhm. savoir-faire, il y a encore une fois un peu deux aspects. Le premier, c'est bah, le fait de faire des ateliers, donc de donner aux gens les clés, les compétences pour pouvoir euh, maîtriser le savoir-faire de la fermentation chez soi et savoir les cuisiner aussi, parce que du coup, c'est pas le tout de faire des fermentations, mais après, il faut savoir qu'est-ce qu'on en fait. Souvent, même dans les clients qui m'achètent les bocaux, on me pose souvent la question, finalement, moi, je me le vide dans l'assiette puis je le mange parce que je sais pas trop quoi faire avec. Donc, c'est pareil en cuisine, il y a tout un monde autour de la fermentation, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des chefs aujourd'hui qui travaillent la fermentation de manière absolument créative et qui font des très très bonnes choses. Et nous, chez nous, on peut faire des choses très simples et qui fonctionnent très bien avec des fermentations. Donc, je propose ces ateliers. Et là, à partir du mois d'octobre, je suis en train de finaliser la première formation en ligne. Je vais proposer aussi aux gens. Parce que du coup, le problème quand on fait des ateliers en physique, c'est qu'on fait un atelier, on passe quelques heures ensemble, une heure, deux heures, trois heures ensemble. Et puis après, chacun rentre chez soi et puis on se débrouille un petit peu avec ses fermentations. Et je me dis que de proposer quelque chose en ligne, ça peut permettre d'avoir un truc avec du pas à pas, avec des vidéos à ouvrir aux différents temps forts de la fermentation un suivi un petit peu comme ça dans le temps. Donc ça peut être hyper intéressant. Donc voilà, je vais essayer sur ce concept-là de sortir des formations en ligne. Donc la première sortira certainement fin octobre, si je tiens le planning. Et après, il y a un volet, donc là, c'est des services qui sont payants, que je vends et voilà, qui permettent d'accéder à ce savoir-là. Et après, il y a toute la partie gratuite avec effectivement des interventions dans les magasins, des interventions sur les salons, etc. Où voilà, je viens, je suis là, je fais goûter mes produits, je suis présent, je réponds aux questions. Et puis sur les réseaux sociaux aussi, où du coup, là, depuis tout récemment, j'ai ouvert un petit peu des différents espaces sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, etc. Et où j'essaye ben, humblement, parce que j'ai des compétences en audiovisuel qui sont très limitées. J'essaye très humblement de commencer à tourner mes premières petites vidéos pour apporter de l'information, voilà, Ben, aussi moi, je te à trouve chacun. très douée parce que c'est vrai que c'est très pédagogique ce que tu partages et au contraire, c'est vraiment bien fait. Donc, chef Saïm, c'est ta nouvelle casquette en développement. Donc, c'est vraiment chouette à toi. Tout ce que tu proposes et vraiment, on sent ta passion et vraiment ton plaisir de transmettre et c'est vraiment généreux de ta part. Ben écoute, je te remercie beaucoup pour ce bel échange, pardon. Pour les personnes bah forcément qui souhaitent suivre ton actualité, je mettrai tous tes liens dans les commentaires de cette vidéo. Toujours comme d'habitude, bah, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et puis bah, on vous répond. Allez, c'est parti, je te montre une petite idée de lacto super simple à faire chez toi en quelques minutes. Regarde. Faut que tu te trouves une courgette, un chou rave, un oignon rouge, une carotte, une gousse d'ail et un morceau de gingembre. Maintenant, tu vas sortir ta plus belle râpe et l'utiliser pour râper à peu près 200 g de courgettes.
C'est un geste à effectuer avec amour et gratitude. Ensuite, tu reproduis l'opération avec 200 g de chou rave, puis avec une jolie petite carotte toute mignonne. Là, c'est le moment de trancher finement un demi-oignon rouge, de hacher plus ou moins finement ton morceau de gingembre et ta gousse d'ail, ça c'est en fonction des goûts. Tu jettes tout ça dans le saladier avec les autres légumes, et là, tu rajoutes 2% du poids des légumes en sel. Tu vois, c'est pas si compliqué, et si vraiment tu galères, tu me laisses un commentaire et je t'expliquerai plus en détail. Ensuite, tu vas bien répartir le sel en mélangeant et brasser les légumes avec une vigueur passionnée jusqu'à les faire dégorger. Avec la carotte, le chou rave et la courgette, c'est vraiment très rapide. Et pour finir, tu vas tasser tout ça dans un bocal de 500 ml. Mais quand je dis tasser, c'est vraiment tasser. On veut pas qu'il reste une seule bulle d'air nulle part. Je veux que le jus remonte jusqu'au-dessus des légumes. Puis tu peux fermer ton bocal hermétiquement. Ensuite, tu vas le garder à température ambiante. Alors comme en ce moment il fait vraiment très chaud, ça va être 4-5 jours maximum. Et ensuite, après ce temps-là, tu vas pouvoir le passer dans une zone un petit peu plus fraîche de la maison pour les 15 jours qui suivent. Idéalement, autour de 15 degrés, c'est pas mal. Mais si c'est un peu plus ou un peu moins, ça ira quand même. Si tu veux savoir ce que ça change, pareil, laisse-moi un commentaire et je t'expliquerai plus en détail. Tu peux le laisser à la lumière, mais pas directement à la lumière du soleil. Pense bien à mettre une coupelle en dessous parce que ça va déborder. Il faut vraiment s'armer de patience et ne surtout pas l'ouvrir avant la fin du processus. En revanche, après, ce sera le moment de se régaler. Allez, faites-moi plaisir, faites-vous plaisir.